qui ont beaucoup d'amis de Fawzia, puisque vous êtes le clan de 18h30. Je vais quand même vous la présenter, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui ne la connaissent pas, ça arrive. Donc Fawzia est d'abord une grande amie, et de moi et de Coup de Soleil. Ça remonte à très très longtemps, du temps de Mohamed Charfi et de sa femme Fawzia, qui sont aussi un petit peu parisiens, parce qu'ils ils sont connus, enfin, ils ont fait leurs études ensemble à Paris, et avant de repartir à Tunis, et puis donc avec deux destinées tout à fait exceptionnelles. Donc Mohamed, qui a été donc qui est un juriste réputé, et qui a surtout une carrière, j'hésite à dire le mot politique en premier, surtout en ce moment, mais une carrière particulière, extrêmement riche et très, très réconfortante, puisqu'il a été un grand militant des droits de l'homme. Il a été le cofondateur de la première Ligue des droits de l'homme en Tunisie. Et puis il a brillé en tant que juriste, bien sûr. Il a brillé en tant que défenseur inlassable des droits de l'homme, à un moment où c'était pas très, très commode, ni sous Bourguiba, ni sous Ben Ali. Et puis il a été aussi, ça a été disons sa dernière grande aventure, un grand ministre de l'Éducation nationale, sous Ben Ali, mais le Ben Ali, la bonne période de Ben Ali, c'est-à-dire avant 1994, où il a vraiment d'abord remis sur pied un enseignement tunisien qui était déjà, grâce à Bourguiba, puis grâce à tous les intellectuels et les politiques qui avaient mis en place un système d'éducation en Tunisie très, très, très performant dès le 19e siècle. La Tunisie est un des pays les plus cultivés du Maghreb, les plus éduqués du Maghreb. Ça tient à la géographie, ça tient à l'histoire, bien sûr. Et donc Mohamed a d'abord, dès que le président Ben Ali lui a confié le soin de remettre en état le ministère de l'Éducation nationale, et je le raconte souvent, mais je me rappelle, on était au bord de la mer, on était le premier été après qu'il ait pris son poste de ministre. Je le vois encore me disant, j'ai dû arracher l'islamisme qui était vraiment dans le moindre repli des programmes scolaires tunisiens. On les a arrachés à la pince à épiler. Je me rappelle de ça. Donc il a travaillé avec beaucoup de collaborateurs qu'il avait su choisir aussi. Ça aussi, c'est la preuve qu'on est un grand politique, quand on sait choisir ses collaborateurs. Et ils avaient vraiment passé un temps fou pour la grammaire, pour les mathématiques, il y avait tous les exemples qui étaient pris étaient en relation avec l'idéologie des frères musulmans. Bon, voilà. Donc il a fait une œuvre extraordinaire, et il a vraiment remis sur pied l'enseignement scolaire en Tunisie, avec beaucoup de difficultés. Évidemment, vous imaginez, la tâche était tellement lourde. Bon, ensuite, quand il a vu que le régime prenait de plus en plus un tour autoritaire et qui ne convenait pas à sa nature profonde, il a démissionné de manière très, 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 très sèche, et il a repris sa liberté. Et il était, c'est vrai que Ben Ali, je me rappelle quand on allait chez toi, les cordons de police devant la porte, il fallait montrer patte blanche, etc. Donc il était tellement respectable qu'il a été respecté, mais voilà, il avait perdu cette œuvre qu'il a tellement pris à cœur de réformer l'enseignement en Tunisie. Mais en même temps, bon, il a continué, il a participé à beaucoup d'activités avec l'ONU notamment. Il a fait partie de ces gens qui ont été nommés par le secrétaire général de l'ONU pour là aussi faire en sorte que le monde évolue de façon beaucoup plus positive. Voilà. Et puis bon, malheureusement, la mort l'a fauché. Je me rappelle encore, tu avais organisé il y a quelques années, enfin en 2009, voilà, le 10e anniversaire le 11e, c'était le 11e. 2009, puis voilà. 2018, le 10e anniversaire. Voilà, donc en 2018, il y a eu un grand organisé par Fawzia et puis par le frère
Mohamed Charfi, un très beau colloque à Tunis auquel participait Bertrand Delanoë. J'ai eu l'honneur d'y être invité également. On a reparlé tous ensemble de Mohamed Charfi. Bon voilà, j'arrête avec Mohamed parce qu'on reçoit Fouzia ce soir, mais ils sont inséparables. Donc Fouzia, donc elle qui est aussi une grande universitaire, physicienne, donc un autre genre de beauté, si je puis dire. Grande physicienne qui a fait de très belles études ici à Paris et puis qui a été nommée très vite directrice de l'école normale supérieure de Tunis. L'IPS. Oui, ça a un autre nom, c'est l'école. L'Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques. C'est plus compliqué que l'école normale supérieure. Enfin, elle est assimilée à l'école normale supérieure. L'ISJ, qui est là, oui, bien sûr, oui. était partie prenante dans ce. Voilà, donc une école que tu as vraiment dirigée de main de maître et voilà, qui a été extrêmement réputée dans l'ensemble du bassin méditerranéen au minimum. Et puis donc il y a eu aussi, donc évidemment Fouzia a participé à tous les combats que menait Mohamed, mais aussi elle a eu aussi une expérience politique puisqu'elle a été au moment de la Révolution, dans le premier gouvernement qui a pris les rênes après la chute de Ben Ali. Elle a été ministre de l'enseignement supérieur, voilà, secrétaire d'État secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Voilà. Mais là aussi, bon, tu as vite compris que c'était un peu compliqué, puis en plus que c'est qu'au moment de la Révolution, enfin, tu as quand même essayé de tracer quelques lignes directrices. Et puis bon, tu as pensé que tu n'étais pas nécessairement faite pour la politique, et donc tu as vite rejoint à la fois ton champ d'élection qui était la physique. Et puis voilà, puis tu as surtout commencé à t'intéresser à cette thématique de l'islam et de la science. Parce que tu vis dans un pays musulman, tu arrives, comme Mohamed, vous aviez des familles qui étaient aussi profondément imprégnées de la culture musulmane, comme le sont beaucoup de Maghrébins. Et tu as énormément de respect pour l'islam, mais en même temps, tu as su garder cette distance et en t'appuyant d'ailleurs sur ce qu'a été aussi le monde arabo-musulman, notamment dans la période euphorique après vers le 7e siècle, dont tu parles largement dans ce livre, où on a vu d'ailleurs au point que, on le sait maintenant, même si on ne le dit pas suffisamment en Europe, que c'est vraiment ce soubassement de la science arabo-musulmane avec l'héritage grec qu'ils avaient su traduire, on en reparlera, et puis surtout l'ampleur qu'ils ont fait, le développement qu'ils ont donné à toutes ces théories et toutes ces philosophies, aussi bien en médecine, en mathématiques, etc., dans toutes les disciplines. Il y a eu non seulement la traduction, mais aussi une amplification de cette recherche scientifique qui ont été à la base de la renaissance de l'Europe. Il faut le savoir. Hein, on rappelle toujours qu'il y a un pape qui a été, c'est un exemple que m'avait donné Mohamed, qui avait fait des études de médecine en Europe. Je ne me souviens plus du nom du pape, vous me pardonnerez. Dieu me pardonnera, pardon. Il voulait faire des études de médecine. Il a été faire des études de médecine à Montpellier, dans une université où on enseignait la médecine uniquement en langue arabe. C'était la seule langue qui portait la médecine la plus moderne en Europe à l'époque. Voilà, donc tout ça, c'est une réalité à laquelle tu as beaucoup réfléchi, à la fois, encore une fois, en tant que héritière de l'islam aussi, tu l'es comme tous les musulmans, mais aussi quelqu'un qui a cherché à faire en sorte que l'islam cesse les dérives qu'on connaisse toutes les religions, mais dont nous savons aujourd'hui que l'islam les connaît de manière tout à fait particulière. Et donc tu travailles, donc tu fais aussi un peu de politique quelque part, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui concerne non seulement l'ensemble du monde arabo-musulman, et du monde musulman en général, qui est très vaste, vous le savez, bien au-delà du monde arabe, mais aussi pour les populations d'origine musulmane qui vivent en Europe, et on aura l'occasion aussi d'en reparler. Voilà. J'ai peut-être été trop long, mais je voulais quand même vous dire, pour ceux qui ne l'auraient pas su, quelle était un peu la place spécifique que Fouzia occupe dans notre univers, et notamment ici en France et en Tunisie. Alors, je voulais que tu nous dises vraiment comment... Parce que moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, qui m'a beaucoup intéressé,
qui se lit très vite, très bien, parce qu'en plus, voilà, elle a en plus une qualité, c'est qu'elle écrit bien, et de manière très claire. Donc elle met toutes ses connaissances, elle travaille beaucoup, et elle met toutes ses connaissances au service de ceux qui vont la lire, pour que vraiment son message passe. Donc, j'ai eu le sentiment que par rapport aux autres livres que tu as publiés sur l'islam et la religion, et la science, pardon, qui est vraiment ton sillon préféré sur le plan de ton écriture, j'ai eu le sentiment que plus que les autres livres, que les livres précédents, tu te trouves dans l'actualité. Tu as voulu vraiment, dès le départ, et puis à la fin du livre aussi, te raccrocher à l'actualité. Alors j'aimerais que tu veuilles bien me répondre sur le pourquoi de cette volonté de montrer que ce thème qui traverse les siècles est aussi un thème d'actualité. Bon, merci Georges. Merci aussi à la librairie qui m'accueille. Alors pourquoi ce livre est un thème d'actualité? Pour moi, c'est une réponse à l'obscurantisme. Quand tu as parlé des années 90, où Mohamed était ministre de l'enseignement supérieur, déjà il s'inscrivait dans une recherche au niveau de l'éducation de répondre aux obscurantismes. Et mes amis tunisiens qui sont là savent à combien ces années 90 en Tunisie ont été difficiles. Et je fais référence aussi à la décennie noire en Algérie. Donc ces années 90 où on a assassiné des intellectuels uniquement parce que c'était des intellectuels. Et là, ces terribles dérives, en fait, extrêmes, meurtrières, continuent. Et je suis partie, en fait, de l'assassinat de Samuel Paty, 16 octobre 2020, à quelques jours près, ça fait 1 an. Et quelle réponse à ce grand problème de l'obscurantisme? Quelle réponse en tant que scientifique? Je ne parle pas du tout, je ne m'inscris pas comme... je suis ni historienne ni islamologue, mais c'est plus une réponse de scientifique pour mettre en avant l'importance de l'histoire, pour expliquer aujourd'hui d'où vient cet obscurantisme, et aussi de clarifier certaines choses. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'islam politique. Et on dit, bon, face à cet islam politique, on va peut-être revenir à un islam, entre guillemets, traditionnel, où on va peut-être céder de l'islam officiel. Mais là, la réponse est mal est inappropriée. Pourquoi? Parce que l'islam officiel que l'on voit dans un certain nombre de pays d'islam, y compris même en Tunisie, dans ses fondements, n'est pas différent de l'islam politique. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, on a toujours ce référent islamique. Et ce référent islamique est présent dans la question du droit, c'est droit et islam. On l'a vu avec l'héritage, par exemple. Mais aussi dans la question de la science. C'est-à-dire qu'on peut penser que cette question de la rationalité scientifique est bien éloignée de toutes ces questions liées à l'obscurantisme, à l'islam. Mais non, on est vraiment au cœur du sujet. Et donc, ça a été mon point de départ dans ce livre, parce que je pense que souvent, on essaye d'expliquer le radicalisme, l'obscurantisme, mais on ne cherche pas à comprendre, en fait, ces jeunes lycéens, quel rapport ils ont avec la science. Les études qui sont réalisées ces dernières années montrent un résultat assez inquiétant, parce que les lycéens de culture musulmane et d'autres de culture religieuse aussi, mais à des degrés divers, sont très imprégnés d'une certaine vision de l'islam. Et c'est là où souvent je dis finalement l'islam politique a réussi son projet. Parce que
c'est ça le problème. C'est qu'en fait, cet attachement aux référents islamiques est présent partout. Il est présent, comme je dis tout à l'heure, dans le droit, peut-être pas en France, mais il y a quand même un certain nombre de demandes, de tous ces accommodements, etc., par rapport aux droits de la République, hein, qui sont très révélateurs. Ce n'était pas le cas il y a 40 ans ou 50 ans. Mais c'est le cas dans l'éducation, où beaucoup d'enfants, par exemple, ont des cours de religion en dehors des écoles publiques françaises, où moi je m'interroge sur qu'est-ce qu'ils subissent comme enseignement. Alors, je me suis intéressée à la conséquence, c'est-à-dire à ces liens et passerelles qu'il y a entre l'islam politique et l'islam officiel. Mais cette réflexion, je l'ai menée à travers l'histoire. Et je pense que quand on reprend, je continue peut-être un peu, oui, non, quand on reprend l'histoire des sciences arabes, c'est important d'analyser la question d'un point de vue qui n'est pas essentialiste. C'est-à-dire que lorsque je parle ici de l'essor des sciences arabes ou du déclin des sciences arabes, l'explication n'est pas liée à la nature de la religion musulmane. L'explication est historique. Et l'essor de la science arabe, c'est un formidable mouvement de traduction. Bon. Par qui a-t-il été initié? Par cette dynastie abbasside qui s'est installée, qui a quitté Damas, qui s'est installée à Bagdad, ancien empire perse, ancien empire des Sassanides, et encore très marqué par cette tradition du zoroastrisme, et cette tradition scientifique et en même temps une tradition de la traduction. Parce qu'on se dit, bon, les Abbassides s'installent à Bagdad, le deuxième calife abbasside, Al-Mansour, initie un mouvement de traduction extraordinaire des documents, des textes scientifiques de la tradition grecque, perse et indienne. Mais justement, si Al-Mansour impulse ce mouvement-là, c'est parce qu'il est dans cette région où il veut installer son pouvoir, dans une région anciennement sassanide, où il y avait donc cette culture de la traduction, parce que les Perses, dans la tradition des Zoroastriens, il y avait le fameux canon zoroastrien, c'est-à-dire l'Avesta, qui contient toutes les sciences, et qui avait été un peu éparpillé suite à l'arrivée d'Alexandre, donc 300 ans avant notre ère. Et donc cette science anciennement perse, qui s'est retrouvée un peu partout autour de la Perse, a été donc récupérée par les Grecs, traduite en grec, d'autres l'ont traduit, c'est arrivé même en Inde, etc. Et par la suite, les Sassanides ont récupéré leur tradition scientifique en la traduisant à nouveau dans la langue persane. Donc, en fait, cette culture de la traduction des textes scientifiques, l'Empire abbasside s'est réapproprié cette culture. Bon. Et moi, c'est ça que je veux reconstituer cette histoire. Et cette histoire est très intéressante parce que on voit donc ce mouvement extraordinaire, donc c'est le 8e, 9e siècle. On va chercher des textes partout, on les traduit en arabe, dans tous les domaines de la science. Bon, là, je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais ça a commencé donc par ces traductions, et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que souvent, ce que l'on présente, ce que les Occidentaux, ou certains Occidentaux, pas tous, présentent comme étant la science arabe, c'est uniquement le produit, en fait, de ces traductions grecques. Non. Donc, on a traduit,
puis on a créé, il y a eu un fort mouvement donc de création de sciences, bon, que ce soit Biruni par la suite, ou Ibn Haytham, le domaine de l'optique, l'anthropologie, plus tard Ibn Khaldoun. Et en fait, il me semble que c'est important de développer cette histoire de la science pour montrer aussi que la science, les sciences arabes, ce qu'on appelle les sciences arabes, c'est-à-dire les sciences traduites en langue arabe, n'ont rien d'islamique. Ce ne sont pas les sciences islamiques. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important, puisque il y a malheureusement aujourd'hui ce courant d'islamisation de la connaissance, etc., qui nuit énormément à l'éducation de nos enfants, parce qu'ils sont convaincus que, voilà, en fait, la science des Arabes, c'était toute la science, et en plus, c'était une science islamique. Donc voilà, je déconstruis un peu cet aspect, et c'est très intéressant de voir comment cette société, donc à Bagdad, au 8e, 9e siècle, était une société multiculturelle. C'est pas du tout un monde fermé, et beaucoup on va dire, d'intellectuels ont contribué à ce mouvement de traduction. Donc il y avait des musulmans, des non-musulmans, des arabes, des non-arabes, des chrétiens, etc. Donc, ça, c'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement important de déconstruire cette vision que beaucoup veulent avoir de cette science, rayonnante islamique. Voilà. Donc il n'y a pas de science islamique. Les savants qui ont écrit en langue arabe au cours du 8e, 9e, 10e siècle sont des grands savants dans tous les domaines, et c'est vraiment, ils ont contribué à l'héritage universel. Et je cite ici un grand spécialiste du Moyen-Âge, Alain de Libéra, qui justement pense qu'il faudrait réactiver cet héritage universel. Juste un mot. Alors, Alain de Libéra dit le Moyen-Âge, donc il intitule la partie le Moyen-Âge à l'école pour la laïcité. Et c'est en ça que je dis ce problème est actuel. Quelle date il a écrit ça? Alain de Libéra, il y a 30 ans peut-être. C'était penser au Moyen-Âge, je suis 91, c'est ça, il a écrit. Alors il dit, il est regrettable qu'un lycéen arabe de France ne sache pas qu'à la fin du XIe siècle, l'auteur de la lettre d'adieu, etc., c'est Avampas, prêchait une double séparation du philosophe et de la société, séparation de la philosophie et de la religion. Donc la question de la séparation de la philosophie et de la religion, voilà, elle était déjà posée par ces fameux savants arabes qui doivent être relus et revus justement dans cet esprit d'universalité et de cette contribution universelle à la science. Bon, je ne vais pas m'étendre plus parce que je vais peut-être... Je te un petit peu quand même. Comment? Tu en as un petit peu. Non, je vais... Mais alors, c'est intéressant de voir après, donc, dans ces dynasties abbassides, El-Ma'moun au 9e siècle, un épisode intéressant, c'est le fameux rêve d'El-Ma'moun. El-Ma'moun rêve, c'est le calife. Et il rêve de qui? Il rêve d'Aristote. Donc ça, c'est... Alors, justement, bon, Ma'moun... Non, pas du tout. Justement, à l'époque, c'était pas haram. Et El-Ma'moun était mu'tazilite, c'est-à-dire il était convaincu de cette école rationaliste musulmane, mais c'est pas à travers le mu'tazilisme que l'on raconte ce rêve. Parce que le rêve d'Aristote, c'est plutôt la conséquence du fait que, voilà, on a traduit les Grecs, et donc la tradition grecque fait partie de cette culture. C'est ça qui est vraiment important à souligner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, oui, entre autres, dans ce rêve, il dit, qu'est-ce que le bien? C'est ce qui est bien, la première chose, selon la raison. Ensuite, il dit, c'est ce qui est bien selon la révélation. Et ensuite, ce qui est bien selon la masse.
Donc, on voit que la raison est en premier. C'est très intéressant de voir, voilà, où est-ce qu'ils en étaient, en fait, dans au IXe siècle. Voilà. Alors, bon, mais malheureusement, ça n'a pas duré. C'est ça notre problème. C'est que nous, on parle beaucoup, j'ai dit nous, mais voilà, les gens, dans ces pays d'islam, on est toujours comme ça, très fiers. Moi, je suis fière de l'histoire, mais de l'histoire universelle. Je suis intéressée, mais pas seulement d'une période. Et puis alors, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi la science n'est plus présente dans les pays d'islam. Et donc, je consacre une partie de mon livre au déclin des sciences en pays d'islam. Et l'explication aussi, elle n'est pas essentialiste, elle n'est pas liée. L'explication est historique, en fait. Parce que le basculement a lieu en 1050. 1050, les Turcs seldjoukides arrivent à Bagdad. Bon, c'était l'Empire abbasside. Ils arrivent à Bagdad et à l'époque, ceux qui étaient les réels gouvernants, c'était les chiites bouyides. Donc, c'était les bouyides qui tenaient en quelque sorte l'Empire abbasside, les chiites bouyides à Bagdad et les chiites fatimides au Caire. Et ces chiites étaient très favorables. Les Fatimides très liés au Maghreb. Les Fatimides originaires du Maghreb. Donc c'était, en fait, ils étaient très attirés par la science, par la transmission de la science. Quand je dis la science, c'est pas la science religieuse. Et ils avaient créé donc ce qu'on appelle les Dar al-Ilm, les maisons de la connaissance. Bon, il y a eu Bit al-Hikma, on retient souvent que Bit al-Hikma, mais c'est... Donc, ils ont créé ces Dar al-Ilm. En quoi c'est intéressant, ces maisons de la connaissance, c'est que ce n'était pas seulement des bibliothèques, ce n'était pas seulement des endroits où les savants discutaient entre eux, c'était aussi des institutions où on enseignait la science aux étudiants. Donc, voilà, c'est dans ces institutions que se faisait la transmission des sciences. Et arrivent les Seldjoukides, les Turcs Seldjoukides à Bagdad en 1050, ils renversent les bouyides, ils installent leur pouvoir et ils imposent le sunnisme à Bagdad. Le sunnisme, ils imposent l'orthodoxie sunnite et ils détruisent ces maisons de la connaissance qui sont remplacées par les madrasas où on enseigne essentiellement le fiqh, c'est-à-dire le droit islamique, mais plus que le droit islamique. Le fiqh, c'est tout ce qui va concerner le croyant musulman, tout ce qui va le concerner dans sa vie. C'est le droit musulman, mais c'est aussi tout ce qui va concerner sa vie et les sources de la jurisprudence musulmane. Donc, voilà, on voit cette période de basculement que je développe, où on passe de la science du Aql, c'est-à-dire de la raison, à la science du Naql, c'est-à-dire la science de la tradition. Donc voilà, on quitte le champ de la connaissance scientifique et on s'inscrit donc dans cette orthodoxie sunnite où le principe de base c'est que Dieu est omnipotent, Dieu est source de tout et les lois de la nature sont bien sûr des lois divines et où la causalité est rejetée. C'est la vision acharite qui va dominer. Donc on voit là que c'est pas seulement des institutions qui sont créées, mais c'est toute une nouvelle conception en fait de la science, du monde, etc. qui est proposée. Et donc à partir de ce moment-là, donc c'est ces sciences religieuses qui prennent le pas, et la science avec ses fondements, la science en fait est réduite à la science utile. C'est-à-dire, l'astronome est rattaché à la mosquée, c'est le muwaqqat. Sa mission principale, ça va être de définir les heures de prière, le calendrier musulman, et le médecin
n'est plus le médecin philosophe, mais c'est le médecin qui va rejoindre l'hôpital au service des patients. Une tâche très noble, bien sûr, mais donc il est réduit en fait à cette fonction très pratique. Très pratique. Donc voilà, c'est vraiment la fin de... Un tournant. Oui. C'est un grand tournant en 1050, parce que souvent on dit « Ah, c'est le 14e, c'est le 13e siècle, c'est la fin de Bagdad ». Non, Ouais. c'est vraiment... Bagdad est encore présente. Et alors c'est vrai que petit à petit, le Caire va prendre la place de Bagdad. Donc le pouvoir islamique va se déplacer un peu vers l'ouest. Donc c'est ça que je décris. Alors, pour terminer là-dessus, parce que j'aimerais voir vos réactions, non mais j'ai quasiment fini. Ouais. Nous, on a une qualité, les scientifiques, c'est qu'on parle très peu. On parle très peu. Je m'amuse là, c'est pour te taquiner que je dis ça. Alors, donc les sciences arabes quittent la scène, et après donc cette période extraordinaire, il s'est passé deux grandes révolutions. Il s'est passé la révolution copernicienne et il s'est passé la révolution Darwin. Alors, que s'est-il passé? Comment ces deux révolutions ont été perçues? La révolution copernicienne passe complètement inaperçue dans les pays d'islam. Et il commence à y avoir alors, je ne viens pas sur certains épisodes importants. Le dernier grand observatoire à Istanbul en 1577, qui est brûlé qui est finalement détruit par le sultan. Bon. Mais ce qui est important, c'est de voir que finalement, comment on a retrouvé en quelque sorte Copernic, l'Autrichien, disait Tartaoui. En fait, on le retrouve à travers essentiellement des traductions d'atlas. C'est-à-dire que ce qui intéresse les Ottomans à l'époque, c'est pas l'astronomie, c'est pas la science, mais pour des raisons stratégiques, c'est la géographie. Donc, on traduit les atlas européens au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on continue un peu la traduction. Le deuxième point important qui a joué contre les pays d'islam et la transmission de la connaissance, c'est le fait que l'imprimerie était interdite. Et l'imprimerie n'est autorisée qu'au XVIIIe siècle. C'est comme ça qu'on imprime les premiers documents, donc traduits, scientifiques, traduits on va dire, du français en arabe. Alors, deuxième grande révolution, Darwin, aussi que je parle de sa réception. Sa réception, en fait, cette deuxième moitié du XIXe siècle, bon, bien sûr, c'était au moment de la réforme musulmane, ce qu'on appelle la Nahda, mais je vais y revenir juste après, la Renaissance musulmane. Donc, on sait que Darwin a écrit, etc., mais à quoi on s'intéresse? On s'intéresse essentiellement au darwinisme social. C'est Spencer qui suscite l'intérêt, et pas Darwin. Alors, si Darwin suscite quelque intérêt, c'est pour certains une manière de dire qu'au fond, la sélection naturelle existe peut-être un peu dans le texte coranique. Donc, c'est le début aussi du concordisme musulman. Et bien sûr, aussi, donc dans cette fin, certains sont au contraire accueillent Darwin avec beaucoup d'enthousiasme, mais ça, ce sont les matérialistes, dont Chablis Choumaïe. Alors, ce 19e siècle, pour conclure, aujourd'hui, quand on dit comment faire face à l'obscurantisme, etc., bien sûr, beaucoup disent, mais voilà, il faut revenir au 19e siècle, la réforme musulmane. Moi, je dis d'abord, il ne faut jamais revenir, il faut avancer. Bon. Mais en fait, ce 19e siècle, c'est vrai que les réformistes musulmans se sont interrogés. Ils se sont interrogés sur cette fameuse période des ténèbres, comment les pays d'islam ont perdu tout fil avec la science, avec tout ce qui se passait en Europe. Et alors, le grand problème, en fait, du réformisme musulman que je décris, c'est par rapport à la science,
ils ont considéré que la science est l'ami de l'islam. Et donc, il n'y avait aucune raison d'opérer la rupture qui a été opérée en Europe au moment de la Renaissance. Pourquoi opérer cette rupture avec la science? Puisque de toute façon, l'islam est l'ami de la science. Et que Dieu l'a voulu. Voilà, et que Dieu l'a voulu. Donc cet esprit de conciliation, en fait, a été fatal. Parce que cette période de la Renaissance musulmane, qui aurait pu aboutir à quelque chose d'intéressant, s'est laissée enfermer par, en fait, cette illusion que tout était possible si on avait décidé de revenir à la science. On est revenu, en fait, à la science utile, à la science des ingénieurs. On n'est pas revenu à la science avec ses fondements, avec ses interrogations. Et comme je disais tout à l'heure, certains ont même initié ce terrible mouvement vers le concordisme, donc le fait de dire que toute la science existe dans le texte coranique. Alors, effectivement, en fait, pour moi, le réformisme musulman a été quand même, a fait partie des arguments que certains proposent aujourd'hui sur l'islamisation de la connaissance. Et je cite Nasser Abouzid, pour qui l'islamisation de la connaissance, c'est une grande tromperie. Bon, c'est un dangereux point, c'est un dangereux compromis. Alors, vous allez me dire, mais quand même, je suis scientifique, je vais écrire tout ça pour conclure qu'il n'y a pas d'espoir, quoi. Mais non, il y a un espoir. Mais l'espoir, vous voyez, je pense que beaucoup sont des domaines des sciences humaines. L'espoir, il existe, alors aujourd'hui, à travers les penseurs des pays d'islam, des sciences humaines, à travers des grandes personnalités qui se sont remarquées essentiellement au XXe siècle. Au milieu du XXe, par exemple, Amin El-Khouli, qui était professeur à l'université du Caire, qui combat cette tendance à vouloir tout trouver dans le texte coranique, et il interprète le fameux verset 38, sourate 6, « Nous n'avons rien omis dans le livre », il dit oui, nous n'avons rien omis dans le livre, mais il s'agit de guidance des hommes, il ne s'agit pas de science. Et donc il s'appuie sur l'histoire, sur un certain nombre d'historiens, dont Chatibi. Alors Chatibi, c'est au 13e, 14e siècle, je ne me souviens plus très bien, qui, lui, dit « Ne cherchez pas dans le Coran ce que vous n'allez pas trouver ». Donc, c'est clair, quoi. La connaissance, c'est ça. Il ne faut pas donner au Coran plus que son objet, qui est un objet qui est proposé aux croyants, c'est le croyant qui va lire. Alors, il peut toujours, évidemment, s'interroger sur les mystères de l'univers, tout ça, mais le Coran n'est pas un livre de science. Donc, c'est cette conclusion qui est importante. Et la femme d'Amin El-Khouli, parce qu'il faut bien parler de femme, est une femme donc qui suit les traces de son mari dans le sens où elle s'est intéressée à l'exégèse coranique et elle l'écrit de manière très claire contre ces tentatives de trouver la science dans le texte coranique pour dire mais pas du tout. D'ailleurs, les étudiants se rendront bien compte que tout ça ne tient pas. Malheureusement, Aïcha Abderrahmane s'est trompée. Aujourd'hui, les étudiants, ils croient, ils sont quand même très séduits par tout ce concordisme musulman. Alors, donc ça c'est milieu du XXe siècle. Il se passe un courant, enfin, c'est pas un courant, mais certains universitaires osent traiter l'exégèse coranique avec la méthode du scientifique. Donc vous voyez, je retrouve la science, non pas chez les scientifiques, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais c'est intéressant de voir que la levée du référent religieux, elle se réalise par ces penseurs des sciences humaines qui proposent des exégèses osées,
Et Khalafallah, qui est l'étudiant de ce Emile Rouli, donc propose une exégèse qu'il intitule L'art du récit dans le Saint-Coran. Alors évidemment, c'est un scandale. Certains disent, bon, c'est une nouvelle affaire Galilée, donc tout ça a été au Caire. Et en fait, Khalafallah ne peut pas soutenir sa thèse et il est obligé de prendre un sujet profane pour soutenir sa thèse, mais il publiera quand même sa thèse sous forme d'un ouvrage. Alors, des penseurs comme Emile Rouli ou Khalafallah, il y en a. Récemment, Nasser Abouzid, égyptien, qui était professeur à l'université et qui a aussi une approche extrêmement intéressante de l'exégèse coranique, a malheureusement été accusé d'apostat. Bon, ça c'était dans fin du XXe, donc au cours des années 90, et il est obligé, donc on l'oblige à divorcer de sa femme ou à se séparer de sa femme parce que c'est un apostat et un apostat, un non-musulman n'a pas le droit d'être mari d'une musulmane. Donc il est obligé, finalement il quitte l'Égypte avec son épouse. Bon, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et je pourrais continuer aussi à citer comme ça des grands penseurs qui ont osé la rupture. Je termine par un grand féministe, Mansour Fahmy, premier sociologue des pays d'islam, enfin du monde arabe, disons, qui écrit une magnifique thèse en 1913 sur l'émancipation de la femme, bon, on ne disait pas des femmes, mais de la femme, en pays d'islam, et qui explique de manière sociologique qu'est-ce qui fait que les femmes musulmanes sont recluses. Et il donne une explication qui n'est pas du tout religieuse, mais qui est sociale. C'est un sociologue. Et en fait, évidemment, comme etc., il rentre en Égypte après avoir soutenu sa thèse à Paris, il rentre, il n'est pas accepté à l'université, et voilà, c'est le sort de tous ceux qui osent la rupture par rapport aux référents islamiques. C'est pour ça qu'il faut écrire sur l'islam et la science en disant qu'il faut vraiment qu'il y ait un mur très net entre les deux. Tu devrais publier un ouvrage là-dessus. Hein. Bon. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Fauzia. C'était passionnant. Donc maintenant, messieurs, dames, le dialogue est avec vous. Alors, c'est toujours le premier qui hésite. Après, ça roule. À vous. Une question assez ponctuelle sur le tout début de ton exposé. Lorsque tu parlais de l'attitude des lycéens, on va dire, vis-à-vis de l'islam. Alors, lycéens en Tunisie d'un côté, dans un pays musulman si l'on veut, et de l'autre côté, tu as fait allusion à la France. Oui. On en parlait. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? On dit, est-ce qu'il y aurait une stratégie commune de l'islamisme dans les pays où la majorité des gens sont musulmans, et donc où la religion est accueillie d'une certaine façon, et en France où c'est nécessairement une minorité, et où la religion, l'islamique, on parle pas de la religion, l'islam en particulier, est nécessairement accueillie autrement. Est-ce que tu peux faire un parallèle, ou est-ce que tu penses que ce sont quand même deux processus disjoints, au moins du point de vue des stratégies, des intentions? Alors, le changement, parce que les lycéens, donc je parle de ces lycéens de culture musulmane en France, mais en Belgique aussi. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'étude porte donc sur des classes de lycéens à peu près de même niveau dans les lycées francophones en Belgique, mais il y a des études parallèles au Sénégal, au Maroc, etc. Et en fait, on retrouve les mêmes éléments remarquables. C'est-à-dire que les lycéens, lorsqu'ils font référence aux textes sacrés, pour eux, les récits proposés dans ces textes sacrés ne sont pas des récits symboliques. Ils leur accordent le statut de récit réaliste. Et donc c'est une manière de montrer que pour eux aussi... tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Et le deuxième point, alors une des questions, c'est est-ce que
quel est leur degré d'acceptation d'une science sécularisée, c'est-à-dire d'une science qui ne fait absolument pas référence donc au texte sacré. Et là, les élèves de culture musulmane répondent en majorité que pour eux, on ne peut pas séparer la science et l'islam. Et moi, quand j'ai publié La science voilée, là, en dessous, c'est écrit science et islam, et j'ai des jeunes qui m'ont dit, mais ah non, si vous écrivez science et islam, je ne lirai pas votre livre, parce que le « et » est de trop. Voilà, la science, c'est l'islam. Et alors, c'est intéressant de voir, parce que c'est ça, mon point de départ, c'est ça, en fait, de voir que ces lycéens, en fait, on voit la différence, ceux qui ont une vision la plus sécularisée de la science sont les catholiques. Et bon, je mets ici les pourcentages. Les protestants sont moins, c'est autre chose. Alors, là, il faut lire. C'est des études très, très intéressantes parce que les questions sont très neutres. Hein, il n'y a pas de référence à une religion donnée, mais le questionnaire est très, très travaillé. Donc, et ça, c'est important de voir que cette évolution, elle s'est faite à peu près en même temps. C'est les années 80. Ça a commencé vraiment comme en Tunisie. Moi, quand j'enseignais à la fac, quand j'ai commencé à enseigner à la fac dans les années 60, les étudiants ne manifestaient aucune, enfin en tout cas, ne proposaient aucune référence religieuse. Bon. Et ça a commencé fin des années 70 à la faculté, donc avec la montée de l'islamisme. Il y a quelque chose qui me surprend chez ces étudiants et sûrement chez... Vous voulez enlever votre masque pour donner la question? Tout à fait. Mieux, oui. Excusez-moi. Volontiers. Ce qui m'étonne, ce qui me rend tout à fait perplexe chez ces étudiants, mais phénomène qu'on peut retrouver aussi sans doute chez des scientifiques, c'est que le doute, la remise en question est une attitude absolument indispensable quand on fait des sciences. Et donc ces jeunes scientifiques ont développé vraisemblablement une attitude de doute dans cette discipline. Et comment se fait-il qu'il y ait un hiatus entre tout ce qui est religieux et où ils ne mettent pas en œuvre leur qualité de gens qui doutent. De gens qui doutent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, en fait, on dit, ces élèves d'abord ne sont pas les réponses. Alors, ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est que les réponses sont indépendantes des sections dans lesquelles sont les élèves. C'est intéressant, ça aussi. Bon. Et c'est vrai que si je parle de nos pays, ce qui est vraiment accepté, c'est la science utile. On a beaucoup plus développé, quand je reviens au 19e siècle. Qu'est-ce qu'on a créé au 19e siècle? On a commencé par les académies militaires, que ce soit en Tunisie, en Iran, en Égypte, en Turquie. Ensuite, on a créé les écoles d'ingénieurs, un peu partout. Mais la recherche n'a pas commencé au 19e siècle. L'université, conçue comme un espace de création de recherche scientifique, est venue bien plus tard. Bon, la Tunisie, en tout cas, on a commencé très tard. Les premiers laboratoires de physique en Tunisie, on les a créés en 1975. Donc, vous voyez, c'est même pas un siècle. Et s'il y avait de la recherche en biologie et en agronomie, c'est parce que c'était lié, en fait, à des besoins, c'est pour des raisons opérationnelles. L'Institut Pasteur a été créé quelque temps après le protectorat, et l'Institut d'agronomie aussi, et ce sont les Français qui ont créé ces deux instituts, qui ont donné lieu par la suite à des recherches extrêmement intéressantes. Mais le point de départ, voilà, on avait choisi l'Institut Pasteur, donc tout ce qui était lié aux épidémies, etc., aussi à la culture du vin. Au début, l'Institut Pasteur s'occupait de ça, oui.
Et puis, Double haram là. voilà. Et l'Institut d'agronomie, puisqu'il fallait que l'agriculture soit performante. Donc on retrouve en fait cette priorité accordée à la science utile, qui ne mène pas nécessairement au sens critique, et comme Ah non. tu le soulignes. Voilà. Bien, monsieur. Justement. Et puis ensuite, non, d'abord, monsieur, oui, excusez-moi. Oui, je voulais Chaque exprimer semaine. un désarroi. J'ai participé plusieurs fois à des écoles de physique, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, où il y avait de jeunes thésards qui se trouvaient là, et puis les cours de physique se déroulaient tout à fait normalement. Mais quand on buvait un thé, avant, après, ou quand on bavardait comme ça, etc., la question de la biologie, et tu as fait allusion au darwinisme, c'était absolument effarant. Ouais. Chez des étudiants qui étaient bac plus N. N était grand. Hein. Effarant dans quel sens? C'est-à-dire, il y avait une conception littérale. C'est-à-dire, Ah oui, voilà, ils refusaient C'est ça. l'apparition de l'homme, etc. C'est C'est ça. comme c'est écrit, etc. C'était, alors je leur disais, mais jamais vous ne pourrez produire de la recherche en biologie avec ces conceptions-là. Alors, ça les touchait pas trop parce que eux, c'était des physiciens ou des ingénieurs, donc leur problème, c'était pas de créer de la Oui. connaissance en biologie. Mais si la situation est comme ça veut dire que, dont tu fais allusion à des penseurs qui pourraient faire progresser, etc. Enfin, il y a quand même le système éducatif secondaire, secondaire qui est très important. Donc, qu'est-ce que tu envisages de ce point de vue-là? Comment tu vois la situation et qu'est-ce que tu envisages Oui. pour que, justement, séparer un petit peu les choses, quoi. C'est effarant, hein. Absolument. Et ce qui se passe aujourd'hui est très révélateur. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de la réforme, on l'appelait la réforme Charfi, en début des années 90. Il faut assumer, hein. Oui, oui. Où on a introduit la théorie de l'évolution en dernière année, donc les classes terminales, dans toutes les sections. C'est littéraire, sciences de la vie et de la terre, section mathématiques, et même en section lettres, il y avait même un cours, un peu une sorte d'option sur l'évolution de l'univers et aussi la biologie. Donc ça, c'est début des années 90, 89-90. En 2002, Ben Ali, on a marre de, voilà, veut un peu, c'est le durcissement. Il y a une nouvelle loi de l'éducation qui est formulée en 2002, comme ça on efface la réforme de 89-90. Alors c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé en biologie en 2002. On a supprimé l'enseignement de la théorie de l'évolution aux sections mathématiques. C'est pas que je veux mettre en avant la section mathématique, mais c'est les futurs ingénieurs qui n'ont pas, à qui on n'enseigne plus la théorie de l'évolution. Les seuls, et la section économie non plus. À qui est réservée la théorie de l'évolution, qui est réduite du point de vue du contenu et de l'horaire? C'est les sections sciences de la vie et de la terre, parce que là, quand même, on ne pouvait pas tout effacer. Et il est resté un petit chapitre à part pour les littéraires, parce que les littéraires, on s'en fout un peu, quoi, dans nos pays. Et là, ils ont une option sur scientifique, donc ils ont l'évolution et la biologie, comme je disais tout à l'heure. Alors, ça c'est la Tunisie. La Turquie, récemment, il y a quelques années, la Turquie d'Erdogan décide de supprimer l'enseignement de la théorie de l'évolution des lycées, de l'enseignement secondaire, en disant que leur argument, c'est que c'est une théorie trop compliquée pour les enfants. Voilà. C'est la seule raison. Hein. On peut pas... Et donc, il vaut mieux réserver ça après à l'université. C'est très révélateur. Alors, ailleurs, d'autres, dans les pays d'islam, disent, bon, oui, l'évolution, on est d'accord, ça existe. Mais l'évolution microscopique, pas macroscopique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on admet qu'il puisse y avoir une évolution au niveau des atomes, des molécules, de cette construction, donc des cellules de base, mais on ne va pas décrire l'évolution voilà, des espèces. Des espèces. Hein. Et l'homme vient de qui? Voilà. Tu en doutes? Et ça c'est effectivement, c'est vraiment un point très sensible. Alors,
c'est remarquable que cette question-là ne se posait pas du tout avant la montée de l'extrémisme. Pourquoi? Parce que, bon, au contraire, on trouvait même que la théorie de l'évolution est quelque chose il y avait même des précurseurs, des savants arabes précurseurs par rapport à la théorie de l'évolution. Parce que chez nous, chez les Arabes, je peux dire nous, hein, parce que chez nous, on a toujours été, n'est-ce pas, on a toujours été les premiers partout. Bah et oui. donc, voilà, Qui en doute? et les précurseurs. Donc, on a eu El-Jehd, bon, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Il faut lire El-Jehd. El-Jehd, donc, a écrit ce fameux livre des animaux, où il étudie les êtres vivants, etc., où il est effectivement un des premiers à avoir une méthodologie scientifique pour étudier les animaux, alors qu'il ne voyage pas beaucoup, qu'il est sur place. El-Jehd n'a pas bougé c'était à Basra, donc il n'a pas bougé de sa ville. Mais voilà, il était curieux et il a analysé les êtres vivants avec cet esprit d'analyse scientifique. Bon. Après, il y a toute une série, Ben Miskawel, les frères de la pureté, etc., Juan Safer. Et au XIVe siècle, Ben Khaldoun décrit l'évolution en parlant de l'évolution du monde vivant, mais évidemment, je précise bien, ce ne sont pas des précurseurs, c'est pas... Non, mais il y a déjà le... voilà, il y a déjà le le principe d'un monde vivant en évolution. Donc c'est quand même très intéressant de voir cette... Alors, je parlais des réformistes tout à l'heure. Gemeldine Afrani, bon, qui était un réformiste un peu à part, quoi. C'était un personnage, le fameux réformiste musulman qui a répondu à Ernest Renan, la fameuse lettre, enfin l'échange entre Ernest Renan et Afrani en 1883. Et Afrani a écrit un pamphlet contre Darwin, la réfutation des matérialistes. Et donc, il attaque Darwin dans des termes incroyables. Enfin, mais Afrani se rend compte qu'il est allé trop loin. En fait, il n'a jamais lu Darwin. Mais il se rend compte que son attaque était trop poussée. Et donc, il revient sur sa position. Et lorsqu'il revient sur sa position, il dit, mais voilà, nous, dans la tradition musulmane, ben, de toute façon, on a déjà parlé d'évolution. Donc, nous sommes des précurseurs. Darwin n'a rien inventé. Nous sommes, donc, voilà, on voit là à quel point c'est biaisé, finalement. Parce qu'il y a toujours une manière de s'en sortir. Mais aujourd'hui, avec je décris ça dans La science voilée, avec cette montée du créationnisme musulman, le fameux Harun Yahya, donc en Turquie, là c'est allé très loin, mais bon, ça, à la limite, moi c'est pas tellement Harun Yahya qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu disais, Jacques, c'est vraiment l'attitude des scientifiques, cette manière de refuser la biologie. Alors, malgré ça, on a quand même des grands biologistes. Et chez nous, par exemple, l'Institut Pasteur joue un rôle important en ce qui concerne la recherche en biologie. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même deux mondes. Bon, parce que l'Institut Pasteur à Tunis, c'est une institution que les Tunisiens se sont réappropriés après l'indépendance. Il y a vraiment, et là, pendant la pandémie, on a entendu le directeur de l'Institut Pasteur, les collègues de l'Institut Pasteur. Donc, je ne veux pas noircir le tableau au point d'oublier. Et ce qui est très intéressant à l'Institut Pasteur, où le premier grand directeur était Charles Nicolle, il y a le tombeau de Charles Nicolle à l'intérieur de l'Institut Pasteur. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que, bon, bien sûr, la tendance majoritaire n'est malheureusement pas celle de nos grands chercheurs, mais c'est pour ça que ça subsiste, et c'est pour ça que, bon, pour moi, l'espoir est là, quoi, il existe. C'est pas... Je vais peut-être... Oui, non, je voudrais revenir à la question de l'éducation, parce qu'évidemment, il y a la question des contenus, est-ce qu'on enseigne ou pas la théorie de l'évolution, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de manière d'enseigner les sciences, parce que
Alors je me souviens en Europe, au moment des premiers attentats, la presse était tout étonnée en regardant le profil des terroristes, en disant mais regardez, il y en a plein qui sont des scientifiques, Oui. Comment est-ce qu'un scientifique peut Être en un- arriver à ça? Or en fait la science, elle peut être vue comme étant l'école du doute et du questionnement, C'est ça. mais lorsqu'on n'arrive pas au niveau de la recherche, et tant qu'on reste au niveau des Mais sciences voilà. utiles, comme C'est tu dis, ça. c'est au contraire, ça peut être vu comme la science, comme Un le domaine dogme. des certitudes. Ouais. On a des formules qui absolument. sont exactes, qui sont absolues et qui sont éternelles. Et donc Ouais. finalement, C'est vrai. est-ce que donc du coup dans la manière d'enseigner, et qui n'est pas propre qu'aux pays musulmans, on voit bien les débats qu'on a eus dans nos sociétés ces derniers temps, et notamment en lien avec le Covid, etc., où finalement la question du doute, du rôle de la recherche, du fait que la science c'est quelque chose qui est en perpétuel questionnement et qui est en perpétuel progrès, c'est quelque chose qui semble complètement disparaître chez l'essentiel des citoyens. Après, évidemment, il y a les chercheurs qui, eux, sont dans ce domaine-là, mais peut-être qu'il y a eu une déconnexion qui s'est faite. Et je ne sais pas, est-ce que l'on peut remettre ces aspects-là dans l'éducation, au lycée, si ça n'est pas possible au lycée, au moins à l'université. Parce que quand tu parles, là aussi, désolé, je suis un peu long, mais voilà, Non, je non, réagis mais à plusieurs choses, mais quand tu parles du concordisme, et d'ailleurs, évidemment, c'est toujours séduisant quand on vous dit ah, mais telle grande théorie scientifique, en fait, elle était déjà dans le Coran. Ok, très bien, c'est extraordinaire, c'est la preuve que le Coran avait tout dit. Mais tant que la théorie n'avait pas été exprimée par les scientifiques, personne Personne n'était n'était capable rendu de la compte, voir dans le C'est ça, Coran. bien sûr. Et donc, finalement, Bien sûr. qu'elle y soit ou qu'elle n'y soit pas, Ouais. tant qu'elle n'a pas été étudiée par les scientifiques, ne permet pas de progresser. Et donc, C'est on ça. revient toujours à cette question Oui, que oui. la science, elle devrait être présentée avant tout comme un progrès et comme C'est ça. une évolution continue. Ouais. Et j'ai l'impression que ça, c'est complètement passé à la trappe. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'exprime et je pense comme toi que c'est pas spécifique à l'enseignement des sciences dans les pays d'islam. C'est la science, en tout cas la physique, qui est enseignée de manière souvent très dogmatique. Voilà, on ne se pose pas de questions et on s'arrange pour que voilà, les élèves n'aient pas de questions à poser. Mais c'est ça toute la question. C'est pour ça que je dis, bon, finalement, moi ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est l'espoir qu'on réalise qu'il y a des choses à faire et que si on veut effectivement que nos enfants, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, nos enfants de manière générale, voilà, s'épanouissent dans l'enseignement scientifique, il faut transmettre autre chose que ces certitudes entre guillemets scientifiques. Et c'est vrai quand on dit mais je crois. Ah, mais je crois pas. Moi, une fois, je fais une conférence comme ça sur le Elle a dit je concordisme. crois. Non, mais justement, j'ai parlé du concordisme, des miracles du Coran, etc. Et puis après ça, pas dans les questions, parce que les deux personnes tunisiennes sont venues me voir après en disant mais quel est votre problème? Nous, on nous a dit il faut croire à Newton. Après, on nous a dit il faut croire à Einstein et à Maxwell, etc. Alors, je dis mais vous savez, moi je crois ni en Newton, ni en Maxwell, ni en... Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas pu discuter avec eux. Ils ne m'ont pas compris. Quand je dis, mais moi, je ne crois pas. Ouais. C'est ça. Je trouve la Oui. remarque de monsieur est vraiment très intéressante parce que je ne sais pas qui. Enfin, c'est très optimiste de penser que, en France, c'est-à-dire, y compris des chercheurs scientifiques, soient dans cette espèce de remise en question critique et de doute critique qui est hérité du siècle des Lumières, qui a été acquis par le siècle des Lumières en France et qui s'est bien estompé depuis cette période, si vous voulez. Je trouve que, déjà, sortis de leur champ disciplinaire, les gens sont exactement comme beaucoup qui vont croire la rumeur, ils vont croire les non-dits, et y compris dans le champ disciplinaire, c'est parfois étrange, parce que je donne un exemple très personnel, mais je rapidement, pour une revue, je corrigeais le problème de l'agrégation de cette année. Il se trouve qu'il y avait une erreur dans ce problème. Donc je mets dans mon commentaire, il y a une erreur grave dans ce problème. Et qu'est-ce qui m'a fait remarquer quelqu'un du comité de rédaction?
Oui, mais attention, le résultat demandait d'admettre un résultat, le problème demandait d'admettre un résultat faux. C'est là qu'était l'erreur. Et il considérait que c'était moins grave que de demander de le démontrer. Oui. Je dis, c'est le contraire. Là, on impose l'argument d'autorité pour demander à admettre un résultat faux. Alors si on vous demande de le démontrer, vous n'arriverez simplement pas à le démontrer. Non, normalement. C'est ça. Voilà. Et Exactement. en fait, on voit qu'il y a quand même Ah y oui. compris chez des scientifiques de Tout à fait. bon niveau. Non, c'est Donc vrai. je ne suis pas aussi optimiste, c'est pas pour mettre le même plan de méthode d'enseignement, évidemment. Non, mais je pense que Oui, mais- la Alors- remise enfin la mise sur le devant la scène de doutes critiques, de questionnements sur à tous les niveaux, comme tu l'as fait et comme vous le faites très bien, me paraît indispensable, y compris en France. Et c'est pour ça que l'histoire est très importante, parce que je trouve qu'elle elle va nous sortir en fait aussi de cet enseignement quand même Dogmatique, hein. dogmatique. Ouais, non, c'est vrai que... Oui, monsieur. Est-ce que ces questions se posent identiquement ou différemment au Maroc et en Algérie? Et plus spécifiquement, est-ce que vos livres se vendent au Maroc et en Algérie? Est-ce que tes livres se vendent au Maroc et en Algérie? Est-ce que la question Ah. se pose de la même façon Alors, au Maroc et en Algérie? bon, Est-ce que tes alors, livres se vendent? Alors là, bah, la diffusion du livre bon, au Maghreb... la encore- diffusion du livre, c'est un problème parce que le livre coûte trop cher. Mais quand j'ai eu l'occasion d'intervenir, alors je suis pas intervenue sur ces sujets-là en Algérie, mais je suis intervenue sur ces sujets-là au Maroc. Et j'ai été très mal reçue. Ça a été à chaque fois vraiment difficile. Ah oui, c'est très difficile. C'est-à-dire que mes collègues... À l'université ou... À l'université, oui, à l'université. Oui. Et la dernière fois, c'était à Fès, voilà, le forum de Fès, à l'occasion du Festival des musiques sacrées, etc. Et dès que j'ai abordé les questions sensibles, le président de séance, qui était ancien doyen de la fac des lettres, m'a coupé la parole. Il m'a dit, ça y est, votre temps est écoulé. Voilà. C'était la manière la plus simple de m'arrêter. Donc non, c'était pas la première fois, en fait. Donc, c'est vrai Ah oui, que... ça imprègne vraiment toutes les... Oui, ça imprègne. Et alors, c'est important de savoir que ces miracles scientifiques du Coran ils sont pas enseignés, mais il y a des événements autour des miracles scientifiques du Coran qui se passent dans des facultés. La faculté de Tétouan a accueilli un grand colloque là-dessus. Donc c'est ça aussi, c'est pas par hasard, Oui. effectivement. Oui. Pardon? Vous pouvez donner quelques exemples? Je suis complètement ignorante des Ah, miracles scientifiques. Alors, les miracles scientifiques du Coran, toute la physique moderne existe dans le texte coranique. C'est-à-dire le Big Bang, les trous noirs, même la conquête spatiale, la parité, le fait que souvent il y a l'électron et la matière et l'antimatière, donc les couples, hein, donc il y a cette notion de parité. Oui. Tout existe, c'est pas là on peut passer des heures et des heures pour décortiquer tout ça, mais c'est J'ai même eu un incroyable. élève une fois qui était quand même un élève ingénieur, hein, Oui. donc d'origine musulmane, je ne me rappelle plus de quel pays, et qui m'a dit, oui mais monsieur, vous savez, parce qu'on parlait de la lumière verte dans les explosions atomiques, il m'a dit, mais c'est déjà dans le Coran, il y a une sourate qui indique... Oui, pas des lumière paroles, oui, verte, c'est... etc. Oui. Et j'ai cru qu'il plaisantait, en fait. Oui, mais non. C'est mais- qu'un an après, j'ai compris qu'il ne pouvait pas. Oui. On m'a dit que ça existait Oui. pas. Et même dans les milieux intellectuels, parce que là je cite un événement que j'ai trouvé très intéressant qui s'est passé au Caire, 1957, le Spoutnik est lancé, c'est vraiment, voilà, tout le monde est saisi par cette nouvelle. Et donc l'intelligentsia égyptienne qui avait l'habitude de se réunir dans certains cercles, se réunit pour savoir si le Coran a prévu la conquête spatiale. Et certains ont dit oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, c'est Comme vous dites, très c'est triste mieux s'il y avait d'avoir- de l'avant, mais- Oui, monsieur. Je vous ai- Attendez, excusez-moi. Madame, monsieur est perdu, madame, excusez-moi. C'est Allez-y. une question peut-être un peu grossière dans sa formulation, mais est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une espèce de...
c'est vraiment à la serpe, hein, mais d'identification entre la science conçue comme science occidentale et puis le colonialisme, le néocolonialisme qui n'a pas apporté ce que la science disait qu'elle allait apporter. Est-ce que tu sens quelque chose comme ça chez les jeunes? Non, ça part des choses. Oui, alors, effectivement, mais ça, c'est, disons que ça a accentué. Bon. Deuxièmement, Internet a beaucoup favorisé la mise en scène des miracles scientifiques du Coran, parce que là, on va sortir toutes les photos de Hubble et tout ça, et puis en dessous, on va écrire un verset coranique pour dire, voilà, le monde, nous l'étendons, etc. Nous l'étendons, donc c'est l'expansion de l'univers. Donc mais le début de ce concordisme musulman, donc de cette relation entre le texte coranique et les découvertes de la science moderne, ça a commencé au moment du réformisme. Ce sont les réformistes musulmans qui ont quand même commencé un peu. Pour être un peu à l'abri peut-être. Non, parce que c'était une manière pour eux de dire au fond, l'islam n'a jamais combattu la science. Voilà. Donc en fait, donc les textes musulmans, tout ça sont proches de la science. La science est notre amie, ce que je disais tout à l'heure. Et alors, c'est au début du XXe que vraiment là, ça c'est ce qu'on appelle les exégèses scientifiques ont commencé à se développer, parce que voilà, c'était aussi pour certains une manière de montrer que la modernité, elle est déjà présente. Alors, quand est-ce que ça s'est aggravé? Et c'est là où je réponds de manière plus précise à ta question. C'est le mouvement des frères musulmans en 1928. Le credo des frères musulmans, c'est d'être c'est l'anti-Occident. Donc, cette science occidentale qui est là sous nos yeux, c'est difficile de se passer de science, on la rejette, mais en mettant en avant on a déjà en fait, tout ce qu'il faut là. cette relation forte entre l'islam et la science et ce concordisme musulman, c'est une manière de se réapproprier la science et donc de dire, mais au fond, regardez, les Occidentaux n'ont rien inventé. C'est nous, on avait déjà tout ça. C'est comme Afghani qui dit, de toute façon, Darwin n'a rien inventé, puisque nous, on a déjà commencé à parler d'évolution, mais en réaction un peu allergique. Quoi. Et c'est vrai que, voilà, après, ça se construit, et après, ça s'est mis en forme. Et les télévisions satellitaires des pays du Golfe, etc., ont beaucoup joué sur cette mise en scène par l'image, en fait. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que les miracles scientifiques du Coran sont présentés comme un film d'image. On déroule, en fait, la science. Et c'est ça qui est grave, parce que c'est vrai, ça séduit les jeunes. Voilà, Mais compte tenu de tout ça. Oui, pardon, excusez-moi, oui, parce que je vous ai oublié. Moi, ce que je trouve vraiment miraculeux, c'est qu'il y ait eu des réformes possibles en 1990. Parce que... Qui a eu, pardon? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça semble tellement. Il y a un contexte où on a l'impression qu'il y a une chape de plomb, enfin, rien ne peut bouger, et du pouvoir extraire à la pince à épiler, comme vous l'avez dit. À la pince à épiler. Mais effectivement, alors, en 1989, la première rentrée que mon mari a réalisé, c'est comme dans tous les pays, début septembre, la rentrée, on fait la fameuse conférence de presse du ministre de l'Éducation. Et donc il fait sa conférence de presse en disant, voilà, il n'a pas dit la pince à épiler, mais voilà, enfin, tout nettoyer, etc. Enfin, il avait supprimé un livre d'éducation religieuse. Et dans ce livre d'éducation religieuse, il était fait mention d'un verset coranique qui permet à l'homme de frapper sa femme. Bon, c'est connu. Hein, c'est pas mal le courant finalement. Oui. Bon. Et donc, il supprime cet ouvrage, donc destiné aux enfants de troisième seconde. Et il le remplace par, par quelques fascicules en disant non, de toute façon, c'est pas on va présenter l'islam bien sûr aux enfants, parce que nous on a les cours de religion musulmane, c'est de la première année jusqu'au bac, hein, ça fait partie des cours obligatoires, mais voilà, notre mission c'est la religion, c'est la guidance,
voilà, c'est le respect de l'autre, etc. Eh bien, il a été attaqué par les islamistes, donc il y a eu une fatwa contre lui, disant qu'il était en train d'assécher les sources de l'islam. Et c'est comme ça qu'on a été obligé d'être protégé par la police, parce qu'on a été, très très violemment attaqué. Mais les universitaires ont réagi par la fameuse pétition des 1000, donc c'était en septembre 89. Effectivement, ça n'a pas été facile. Et le retour, finalement, en 2002, la réforme qui a suivi après, elle a un peu arrondi un peu les angles. Il y a, même, par exemple, en littérature, il y a le fameux Ma'ari, c'est un grand poète, bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais pour ceux qui sont plus arabisants que moi, eh bien, on a supprimé certains textes de Ma'ari. Il n'était pas conforme à ce... Non, c'est pas conforme. Il ne faut pas trop ouvrir les esprits. Voilà. Ah, oui, on reste. C'est l'orthodoxie en fait, c'est ça. Mais l'orthodoxie, elle finit par devenir une réaction violente, puisque voilà, où ça peut mener. C'est ça. Monsieur, oui. Est-ce qu'il ne serait pas possible de dire à certains des tenants des miracles du Coran, mais voilà, mais bien sûr, il y a tout dans le Coran, vous avez raison. Alors la science actuelle a certains problèmes, je ne sais pas moi, la relation entre quantique et gravitation, ou bien la matière noire, je ne sais pas. Alors donnez-nous la réponse. Vous l'avez dans le Coran, donnez-la-nous. Oui, c'est toute la question de l'interprétation du texte. Parce que là, par exemple, Emin El-Khouli qui réagit à cette interprétation quand on dit tout existe, nous avons tout dit dans le texte. Oui, nous avons tout dit dans le texte, mais le texte coranique n'est pas un livre de physique, n'est pas un livre de mathématiques, c'est ça toute la question. Et en fait, le problème, c'est que ceux qui n'acceptent pas ce débat, parce qu'on peut débattre de cela, en fait, c'est un rejet total, parce que c'est comme si, effectivement, on avait touché au sacré, hein, lorsque Nasser Abouzid propose d'étudier le texte coranique. Il précise qu'il ne s'inscrit pas contre l'islam. Il ne s'inscrit pas en tant qu'athée, Nasser Abouzid. Mais voilà, le fait d'avoir proposé un autre regard que le regard de l'orthodoxie, je parle du monde sunnite, hein, parce que je ne connais pas du tout de l'orthodoxie, voilà, c'est déjà toucher vraiment l'ensemble des croyants. Toute la question est là. C'est-à-dire que le référent islamique est présent à chaque instant. Il est présent, comme je disais tout à l'heure, dans le droit, il est présent dans l'enseignement. Monsieur, oui. Oui, je voulais... Vous l'enlevez le masque, monsieur, pour vous. Je me pose la question de la responsabilité des pouvoirs politiques. Parce qu'il est vrai que les programmes, par exemple, dans les écoles, dépendent des ministres de l'Éducation. Et je me souviens qu'en Algérie, je crois que c'est dans les années 70, j'avais un ami qui était proviseur principal d'un petit collège à Biskra et qui m'avait démontré, en montrant le programme, que les choix des autorités de l'époque, qui n'étaient pas islamistes, non, mais qui, en substrat, En 70, non. étaient tous des choix qui allaient dans le sens d'empêcher de penser. Et m'expliquait qu'en arabe et en français, dans les programmes, dans les deux côtés, les textes qui étaient choisis visaient à empêcher les gens de réfléchir. Donc, il y a un poids des pouvoirs politiques qui n'est pas seulement celui des frères musulmans, qui en tant qu'organisation mènent ce combat depuis déjà longtemps et qui ont conquis beaucoup de terrain. Il y a un choix, une importance des pouvoirs politiques. Ma deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a un espoir justement politique? Est-ce qu'il y a un espoir politique? Oui, alors, moi je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que quand je dis l'islam officiel ne se distingue pas de l'islam politique, parce qu'on voit bien les difficultés. Hein, si on revient à un certain nombre de présentations scientifiques ou historiques ou poétiques, non, il n'y a pas, il faut tous l'héritage, on va dire, entre guillemets,
culturel est islamique. C'est ça, toute la question, c'est cela. Et vraiment, quand on parle d'islamisation de la connaissance, il y a eu des colloques sur l'islamisation de la connaissance. En 1977, l'Arabie Saoudite organise un grand colloque, oui, sur l'islamisation de la connaissance. C'est très sérieux. Donc, et c'est éminemment politique, absolument. Alors, l'espoir, pour moi, l'espoir, c'est ce qu'on disait ensemble, l'espoir, bon, je me permets de dire que peut-être dans certains pays où il y a plus de liberté, l'espoir est possible. La Tunisie, il y a plus de liberté. Déjà, il y a un droit de la famille qui n'a pas de référent charaïque. Et ça, c'est fondamental. Déjà, on est sorti du référent charaïque, même si il y a des points à revoir, etc. Mais quand même, on est sorti de ce référent en ce qui concerne le droit de la famille. En Europe, évidemment, il y a moyen de réaliser beaucoup de choses. C'est aussi un de mes espoirs que, voilà, qu'on fasse, je ne sais pas, qu'on réfléchisse plus à un certain nombre de questions éducatives. Et c'est vrai que pour moi, lorsqu'on parle de l'enseignement de la laïcité, c'est pas une idéologie. Donc voilà, il faut concevoir les enseignements de telle sorte que, oui, on présente, il n'y a pas à croire, voilà, qu'on puisse ouvrir les esprits des enfants, leur proposer l'histoire universelle, l'histoire des sciences sans faire cette parenthèse, les sciences arabes sont un peu de côté. Donc s'inscrire aussi dans cette histoire universelle. Pour moi, je pense que c'est ça l'espoir. Et c'est éminemment politique, c'est clair. Oui. En fait, il y a comme une difficulté fondamentale, c'est que au religieux qui est rétif à la science, c'est tentant d'essayer de lui démontrer que la science n'est pas opposée à la religion. Et donc de faire la connexion. Mais ce faisant, une fois qu'on a fait la connexion, ça y est, on perd la on liberté. est piégé. On est piégé. C'est ça. C'est compliqué. Et c'est pour ça que j'analyse très clairement la période réformiste. Parce que, bon, souvent on dit, mais voilà, regardez les réformistes, c'était formidable. Ils disaient, mais oui, Khairuddin est un homme extraordinaire. Khairuddin était un laïc. Il a créé, et c'est ça, bon là, je ne pouvais pas parler de... Premier ministre du Bey. Premier ministre, donc, et en 1875, Khairuddin, Premier ministre tunisien, crée ce qu'on appelle l'école Sadiki, qui est une école où on va continuer à enseigner les sciences religieuses, mais où on va enseigner l'histoire, la géographie, les sciences de la vie, de la terre, la physique, etc., mais de manière complètement laïque. Et c'est cette école sadiki, cet enseignement sadikien, on dit la double culture, mais en fait, voilà, c'était l'ouverture vers la science universelle qui a formé les Bourguiba, voilà, les gens comme mon père qui m'ont encouragé à aller à l'école, à faire de la science, etc. Non, mais c'est en cela. Et c'est pour ça que, pour moi, la question de l'éducation, effectivement, elle est centrale. Et Khairuddin a fait ça. Bon, ça a continué après le protectorat, en fait. Ces écoles ont continué. Bon, évidemment, les élites de la Tunisie. Les élites, et il n'a pas pu. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il n'a pas pu réformer l'université traditionnelle de la Zitouna. Il a essayé, il a tenté en 1800. Il y a eu des tentatives autour des années 1860 de réforme de l'université traditionnelle de la Zitouna. Et la réforme n'a pas été possible. Et Khairuddin prend la décision politique de dire, bon, puisque ce n'est pas possible, on va créer cette école syndicale. Et ça, c'est un exemple qui illustre bien qu'effectivement, c'est une politique d'éducation qui c'était une volonté politique qu'il a mis en œuvre. C'est ça. Et en même temps, c'est vrai, si vous le permettez, que dans l'Europe ou le monde aujourd'hui tel qu'on le voit, y compris en Occident, c'est un peu les mêmes types d'idéologies qui se mettent en place. Hein, vraiment, on supprime. Surtout ne pensez pas, on va vous donner une pensée bien pratique.
Tous les régimes type polonais, c'est hongrois vrai, et tout ça, c'est vrai, c'est... alors que, bon, quand même, il y a eu Copernic, hein. Oui, C'est ça. bien sûr, oui. Voilà. L'Autrichien. L'Autrichien, comme dit le Fatah, oui. C'est ça la différence, c'est que pour moi, l'espoir est là aussi. Quand même. Oui. Il y a tout un monde. Ah oui. Il y a tout un monde où bon, il y a des choses acquises malgré tout, même si certains veulent des retours en arrière, mais il y a des choses qui sont acquises. On va pas Oui, revenir mais c'est pas... sur. Faut faire attention, quoi. Je suis Vigilant. d'accord. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, Oui, exactement. Bien sûr. Oui. Voilà, Bien. peut-être, Madame, ouais, une dernière Oui, question. Une dernière question. Oui. Est-ce que l'islam politique... Sans masque, sinon pas Ah de oui, question. pardon. Est-ce que l'islam politique s'inspire du fondamentalisme hindou, chrétien, etc. Quels sont les liens que tu peux établir? Alors, oui, je pense que, bon, moi je ne connais pas bien, mais c'est intéressant. Ta question est très intéressante parce qu'il faut analyser ce qui s'est passé, par exemple, en Inde. Parce qu'en Inde, il y a eu cette tentative. Il y a eu en même temps Ouais. qu'ailleurs, en même temps que dans toute la région. Et certains ont voulu sortir, entre autres, de cet enfermement. Et Ahmed Khan, donc fin du 19e, lui prône une sorte de philosophie de la nature. Il ne se détache pas de la religion musulmane, mais il prône une philosophie de la nature. Et si Afghani est tellement monté contre Darwin, c'est parce qu'en fait, il veut attaquer Ahmed Khan, qui lui accepte voilà, la théorie de l'évolution, accepte cette conception donc, qui met en avant la nature, les espèces vivantes, etc. Donc alors, la suite, je ne l'ai pas travaillée, mais c'est intéressant de voir comment ça... Prochain livre. Oui, non, mais c'est tout à fait juste. Bon, aujourd'hui, je pense que la question se pose. De l'islam, c'est ça Alors, que je veux dire. tout à l'heure, quand je parle du concordisme, par exemple, musulman, il y a exactement le même phénomène chez les hindous. Il y a donc cette aspiration, effectivement, à considérer que toute la science existe dans les Védas. Il y a énormément de textes qui mettre cela en avant. Donc le parallèle c'est pas spécifique en fait à la religion musulmane, c'est pas spécifique. Oui. Très humain. Oui, c'est ça. Et puis bon, le créationnisme, mais c'est une question de proportion. Oui, c'est Voilà. ça. Et de contexte, c'est ça. Samia. Oui, je voudrais juste... Sans masque, s'il te plaît. Oui, excusez-moi. Je voudrais savoir ce que vous pensez de... Puisqu'on parle d'islam politique, on parle d'Europe, d'Occident, une communauté musulmane qui vit en Europe ou un peu plus loin, outre-Atlantique, au Canada, que le politique au Canada impose et implique la charia dans un choix de jugement pour la communauté musulmane canadienne qui vit au Canada. C'est perturbant quand même. Bon, moi, je suis tout à fait contre. Bien sûr. Et justement, quand tout Non, à mais l'heure que j'ai dit, faire pour moi, il n'y a pas de, Parce il y a que pas ça va faire des petits, d'accommodement. Il n'y a pas d'accommodement. Bien sûr. Et alors, quelque chose de très intéressant qui s'est passé en Tunisie, c'est pas que je veuille faire l'éloge de la Tunisie, mais quand même... Quoique. Quand Bourguiba promulgue le code de la famille, 1956, qu'est-ce qu'il fait peu de temps après? Il supprime les tribunaux religieux, c'est-à-dire il supprime les tribunaux charaïques et les tribunaux hébraïques. Et donc, voilà, c'est un droit humain, non religieux, qui va s'appliquer, entre guillemets, à tous les citoyens tunisiens. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui nous a sauvés en 2011, après les tentatives des islamistes de vouloir opérer un retour en arrière. Donc ce qui se passe en Grande-Bretagne ou ce qui se passe où il y a des tribunaux charaïques, c'est profondément choquant parce que certains vont dire oui mais c'est ma liberté de revenir à la charia. Écoutez, non, ça fait peur. Bon, ça va être un autre débat, mais
Et c'est là où je vous dis, tout à l'heure j'ai parlé de Mansour Fahmy, le premier sociologue donc, qui a vraiment plaidé pour l'émancipation de la femme de manière scientifique. Ben, c'est pas par hasard que cette thèse elle a été complètement oubliée, parce qu'on ne veut pas en fait analyser les choses de manière froide avec la distance qu'il faut par rapport aux religieux. C'est ça la question. Juste ajouter un Oui. mot, Oui. Stéphane. Pardon, attendez, il y a un monsieur qui voulait prendre la parole. Monsieur, allez-y. À ton avis, comment vont s'en sortir les pays du Golfe, dont certains veulent devenir, ont la prétention de devenir, et se donnent a priori les moyens de devenir des grandes puissances scientifiques, et qui ne sont pas spécialement les plus éclairés au niveau islam? Tout à fait. Alors eux, il me semble qu'ils partent d'abord de la technoscience. Bon. Donc, ça ne leur pose pas de problème. C'est comme les Séoudiens qui ont accordé la nationalité séoudienne à la fameuse, la robot, l'humanoïde Sophia. Sophia, il y a quelques années, il doit accorder la nationalité séoudienne. Alors, je ne sais pas si pour eux, vraiment, elle a toute la liberté. Et alors, les Émirats Arabes Unis, non, mais c'est très intéressant, parce que les Émirats Arabes Unis ont contribué à aller vers Mars. Donc, il y a eu aussi le lancement d'un satellite. Et alors, la manière dont ils ont travaillé, je réponds à ta question, est justement intéressante. Parce qu'ils n'ont pas voulu se contenter d'acheter cette sonde. Et donc, ils ont... c'est une équipe émiratie avec une majorité de jeunes et de femmes. C'est très intéressant. Qui a travaillé avec des universités américaines. Donc, il y a une sorte de transfert, en fait. Malgré tout, il y a un transfert de savoir scientifique. Et... alors, donc, ils ont donc travaillé ensemble pour construire ce satellite. Et la responsable de ce projet, en plus, est une femme. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut suivre. C'est très intéressant ce qui se passe aux Émirats. Parce que, bien sûr, j'ai dit, ils commencent par la technoscience, mais leur manière de considérer qu'il doit y avoir une coopération universitaire, même pour fabriquer cet objet. Ils sont loin des Séoudiens qui, eux, là, c'est une affaire à suivre, effectivement. Donc il peut y avoir pour eux, on va laisser de côté certaines considérations et on avance. Oui, on se met quand même dans le... Ouais. Enfin, moi je pense que c'est effectivement intéressant ce qui se passe. Peut-être ça va être, c'est pas... Numériquement, c'est pas important, mais ils ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent se permettre aussi. Mais ils ont quand même une exposition universelle actuellement. C'est ça, oui. Dont le monde entier parle. C'est ça, qui est une vitrine. exactement. Oui. Et c'est pour ça que je dis, effectivement, ils sont à part dans ce monde arabe, parce que, oui, ils prennent le risque au moins. Ils prennent le risque, mais là, c'est quand même très intéressant de voir pour cette mission sur Mars. Il y a près de 200 chercheurs émiratis, en majorité jeunes, et des jeunes et des femmes, je veux dire. Donc, c'est pas une commande. C'est pas artificiel, oui. Il y a effectivement une volonté d'apprendre la science. Ouais. Très bien, voilà la jeunesse qui se manifeste là-bas. Bien, oui. Une dernière question, 2 questions encore. Oui. Parce que, effectivement, je ne peux pas Tu es même autorisé à en poser une. Comment ? Tu es même autorisé à en poser une. Tu vas poser la dernière, c'est ça ? Alors, 2 questions. Ah. Alors. Non, tout à l'heure. Oui, excusez-moi, monsieur, oui, allez-y. Sans masque. La question, Oui. c'était à propos de la charia. Je voulais rappeler, c'est un petit peu parallèle, mais en Égypte, quand il y a eu la révolution, il y a eu ensuite discussion sur une constitution. Les discussions ont porté. Ce pourquoi on a une dictature maintenant en Égypte, c'est parce que les femmes musulmanes voulaient que soit inscrit dans la constitution que les stipulations de la charia soient la source principale des lois, alors que la gauche aurait accepté qu'on dise les principes de la charia. Ce qui
permettait quand même beaucoup plus d'interprétation. Mais les stipulations de la charia, là, ça a limité effectivement, et là, il n'y a pas eu de concorde, et puis ensuite, il y a eu l'évolution politique qu'on a connue. Mais c'était un petit peu... Oui, c'est toujours ça, c'est toujours le même problème. Là, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme islamiques. Oui. Alors, il y a les droits, il y a un certain nombre d'articles, je peux vous l'envoyer si certains sont intéressés, mais le grand mais, c'est que tout cela est valable, bien sûr, dans sous le cadre réserve de respecter. Non, pas sous réserve. Ah bon. Il n'y a pas de sous réserve. Ah bon. C'est doit respecter la charia. Donc voilà, c'est évidemment. On peut écrire tout ce qu'on veut si on doit respecter la charia. Je ne vois pas où sont les droits. Donc ça, c'est... Et ça, on peut trouver beaucoup d'exemples comme ça. Et nous, en 2011, effectivement, les islamistes voulaient, comme préambule de la Constitution, voulaient absolument que le droit, la source du droit soit la loi charia. Là, on a quand même réussi à éviter cela, même si la Constitution n'est pas une Constitution laïque. Hein. Bien, eh bien écoutez, voilà, on a posé les deux questions. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez nous rendre vos petits papiers.